Alors bonjour, je vous accueille aujourd'hui donc pour un autre podcast Demain Lab. Je suis Stéphanie Rivier. Donc je me permets d'interroger des gens extraordinaires pour repenser notre monde. Et aujourd'hui, j'accueille Olivier Hernandez, donc directeur du planétarium Rio Tinto Alcan à Espace pour la vie. Bienvenue Olivier. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup. Alors, Olivier, écoute, je t'ai défini un petit peu professionnellement, mais j'aimerais savoir, qui es-tu, Olivier? Si tu peux nous partager un petit peu. Je suis effectivement donc le directeur du planétarium Rio Tinto Alcan, qui fait partie de Espace pour la vie. Espace pour la vie, ce sont les 5 musées. On en a un petit nouveau qui vient d'arriver juste à l'instant. Donc, les 5 musées scientifiques et en relation avec la nature à la ville de Montréal. Donc, le biodôme, le jardin botanique, l'insectarium, le planétarium Rio Tinto Alcan et la toute nouvelle, je dirais, la biosphère qui vient de se joindre à nous. Donc, ça fait vraiment un fort pôle scientifique axé sur la nature et qui essaye de se rapprocher, en fait, le plus possible des gens euh, avec le souci principal, en fait, de parler de la nature, de protéger la nature et d'appeler les gens à passer à l'action. Donc, ça, c'est tout espace pour la vie. Et moi, donc, je suis le directeur du planétarium de Rio Tinto Alcan depuis maintenant 3 ans. Avant ça, et je suis toujours en fait astrophysicien. J'étais le directeur des opérations de l'Observatoire du Mont Mégantic. Alors, l'Observatoire du Mont Mégantic, en fait, c'est deux choses. C'est à la fois le télescope qui est sur la montagne à Mégantic, en fait, que l'on connaît tous, mais c'est aussi un laboratoire qui construit des instruments qui vont aller sur des grands télescopes pour pouvoir étudier la lumière et les phénomènes célestes. Et on les construit ici, en fait, à l'Université de Montréal. Et moi, j'étais en charge de tout ça, de cette équipe-là, pendant quelques années. Et on construisait des instruments qui allaient non seulement sur les grands observatoires sur Terre, mais aussi dans l'espace, comme le télescope spatial James Webb, qui va être lancé à la fin de l'année, à peu près, le 31 octobre, en fait, le jour de l'Halloween. Et l'objectif de ces instruments, en fait, c'est de pouvoir soit étudier les galaxies, mais surtout, en fait, de rechercher des exoplanètes et rechercher des traces de vie sur d'autres planètes. Non pas parce qu'on veut prendre une fuite en avant, mais parce que on est persuadé qu'on n'est pas tout seul sur notre petit caillou au milieu de l'univers, là. Alors, on essaye de comprendre où sont les autres planètes, où sont les autres planètes qui peuvent accueillir de la vie et ensuite, essayer de les trouver et puis essayer de comprendre comment la vie est apparue sur ces planètes-là et si elle a disparu, pourquoi elle a disparu, parce que ça a un intérêt vraiment très, très fort pour notre propre planète. Ouais. Donc, c'est une composante d'ailleurs que j'ai ramenée au planétarium, là, que je OK. garde, cette Ouais. recherche-là. Donc, il y a un axe sur la recherche qui s'est développé en fait au planétarium et qui est très, très important pour moi et qui colle très, très bien avec la mission d'Espace pour la vie. Et puis, le mot espace pour la vie, là, ça m'a pris quelques, quelques mois avant de bien m'imprégner de toute la philosophie, de la mission et des valeurs très belles d'espace pour la vie. Mais j'ai réalisé juste quelques mois plus tard, après avoir été embauché, que l'espace pour la vie, en fait, ça représente notre planète Terre. Et en fait, pour moi, c'est évident que le seul espace qui accueille la vie pour le moment dans tout l'univers, c'est notre planète Terre. Alors, ce petit bout de caillou très, très fragile, ben, on doit le protéger, on doit expliquer aux gens ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir le garder le plus longtemps et puis pour faire en sorte que l'espèce humaine puisse vivre, continuer à vivre dessus. Parce que la nature elle-même, elle va continuer à vivre quoi qu'il se passe Oui. sur notre planète, mais l'espèce humaine, elle va avoir de plus en plus de difficultés. Donc, Ce que j'aime aussi dans l'espace pour la vie, puis je trouve vraiment important de le mentionner, c'est un mhm. espace de rencontre. Oui. Je trouve que à la ville de Montréal, cet espace-là, de permettre aux gens, aux citoyens, ou tu sais, je veux dire à tous les gens aussi qui viennent visiter Mhm. cet espace de rencontre-là, et pour moi, étant une citoyenne de la ville de Montréal, je trouve que c'est très important aussi d'avoir cet espace-là. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, c'est une des valeurs en fait, d'Espace pour la vie.
je dirais que le symbole fort vient de la mission même, là, rapprocher les Mm. humains et les humaines de la nature. Ça, c'est vraiment important. Mais en fait, dans la nature, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi les humains et les humaines qui sont compris là-dedans. Donc, Ouais. non seulement rapprocher les humains et les humaines de la nature, mais rapprocher aussi les Mm. gens les uns Exact. des autres. Alors, oui, dans le cadre de la pandémie, on souffre beaucoup de ce manque de rapprochement, comme tout le monde, enfin, un petit peu. Ouais. Mais ça ne nous empêche pas, à ce moment-là, de simplement rapprocher les gens de la nature. Et on attendra encore quelques mois avant d'être capable de rapprocher les gens entre eux et de la nature. Super. Écoute, alors, Olivier, je sais comme c'était quand même un endroit particulier, je trouve, de la ville de Montréal. Je trouve que c'est important que tu puisses aussi partager cette question que je demande à tout le monde. Comment peut-on rêver demain, toi, directeur du planétarium Rio Tinto Alcan, toi, astrophysicien, toi, impliqué dans plein de choses, Mhm. comment on peut rêver demain? En fait, on peut le rêver de plusieurs façons et c'est ça qui est intéressant en fait dans ma position et puis en fait dans toutes les positions, je dirais quasiment des employés d'espace pour la ville, c'est que on s'est donné un peu les moyens de penser un peu plus au futur avec plusieurs outils. Hmm. Et d'abord, à travers toute notre programmation globalement en fait à Espace pour la vie, là, en étant des symboles forts des musées de conservation, de recherche et qui s'occupent de collections, en sachant ce que le passé, comment était le passé, on peut facilement plus se retourner vers le futur et anticiper le futur. Donc on a cette vision-là, puis notre travail, à travers notre diffusion, à travers l'éducation, on est capable d'aller beaucoup plus loin et on est capable de commencer à imaginer les différentes voies d'un futur possible. Mais ça ne suffit pas en fait. On a besoin de beaucoup plus de choses. On a besoin pour pouvoir passer à l'action parce qu'il y a une urgence climatique, on le sait, tout le monde le OK. sait là. Ouais. Et puis, on pourra l'appeler comme on veut, changement climatique, urgence climatique. Le- L'urgence est là, puis on la connaît tous très très bien. On sait qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne direction, pour être poli Et diplomate? et diplomate. Pour pas dire qu'on y va à reculons, il reste pas moins qu'il y a un gros, gros travail à faire. Et puis pour ça, il faut vraiment être en mesure que d'abord les gens comprennent la situation et ensuite qu'on puisse tous ensemble passer à l'action. Et pour ça, on s'est doté en fait d'outils et puis on travaille avec notamment l'Université de Montréal sur un projet qui s'appelle les chemins de transition. Hmm. Et c'est un projet vraiment passionnant dans lequel en fait le public est amené à collaborer aussi. C'est ça qui est fantastique, c'est que avant tout, on veut qu'il y ait une participation citoyenne dans justement ce désir de changement qui doit s'amorcer. Et puis ces changements, ils doivent s'effectuer très rapidement. Donc, à travers donc, les chemins de transition avec l'Université de Montréal, donc, on a fondé ce groupe-là. L'idée, c'est de faire de l'anticipation du futur. Donc, c'est de se OK. dire Ah. à quoi va ressembler le futur dans 50 ans, 2050 par exemple, un peu comme Jean-René Dufort l'avait fait dans une émission, là, je me rappelle, c'était il y a 2 ans, je pense, d'imaginer le futur. Mais en fait, c'est ça, on imagine à quoi ressemble le futur et donc tous les futurs possibles. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là. Donc c'est un projet où des citoyens, des citoyennes, des chercheurs, des journalistes, des différentes, je dirais, différentes classes de la population pensent aux différents futurs possibles qui Mhm. peuvent exister. Et les chercheurs vont nous aider à raffiner ces différents futurs et puis, en travaillant un petit peu plus, on va être capable d'imaginer ces îlots, un îlot pour chaque futur possible. OK. Ça, c'est la première phase du projet. La deuxième phase du projet, ce sont les futurs possibles, mais quels sont maintenant les futurs probables? Parce que ce n'est pas tous les Mhm. futurs qui vont se OK. réaliser. Et encore une fois, c'est un modèle où, à travers des ateliers qui sont mis en place avec l'Université de Montréal et Espace pour la vie, on est capable d'imaginer comment vont être ces relations-là. Puis, on fait appel au public aussi à ce moment-là pour essayer de penser à tous les aspects d'un futur
probable qu'on n'aurait peut-être pas vu si on était en plus petit groupe. Donc, on imagine, donc on passe du futur possible au futur probable. Et OK. on se projette donc 2050, 2060, presque 50 ans plus loin. Et après, il y a un gros travail à faire, c'est de savoir, mais comment on fait pour arriver à ce futur-là? Voilà. Ben, c'est toujours ça aussi. Puis je trouve que c'est Exactement. important aussi déjà. Et c'est pour ça que je fais ça aussi. Rêver, c'est permettre déjà. Et Puis j'aime ça de savoir de passer du futur possible à un futur probable. probable. Je l'aime cette étape-là, Ben, effectivement. elle est fondamentale parce que ce n'est pas tous les futurs qui Oui, vont se réaliser parce qu'il y a des. On sait très bien où est rendue la société maintenant et on sait à peu près, même si on fait des changements drastiques, comme vers quel futur elle va plutôt se diriger. Ça nous permet d'éviter de trop pelleter de nuages, par oui. exemple, ou d'être trop négatif dans un sens. Donc, on identifie ces futurs vraiment probables. Et à partir de là, on va construire avec les citoyens le chemin, et c'est ce qu'on appelle le chemin de transition, qui nous Mhm. permet de nous rendre de 2021 jusqu'à ce futur probable-là. Et ça, on le fait donc en collaboration avec les institutions d'espace pour la vie et l'Université de Montréal, où on invite les citoyens à s'imaginer dans ce futur probable-là et à nous aider justement, parce qu'on n'a pas la solution nous non plus, là, personne ne l'a, donc à essayer de comprendre comment on fait pour passer de l'état actuel au futur probable, et c'est ce qu'on appelle le chemin de transition. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est que les scénarios ont été travaillés avant par les équipes de chercheurs, et donc les résultats en fait des scénarios ont été travaillés par les équipes de chercheurs, et Ouais. puis le public lui est amené à essayer de comprendre c'est quoi le meilleur chemin pour pouvoir se rendre à tel point. En fait, le meilleur. Je ne dis pas forcément le meilleur, je ne devrais pas utiliser ce terme-là, mais plutôt un chemin pour pouvoir se rendre à ce futur probable-là. Et puis, il n'y en a pas un seul, on s'aperçoit qu'il y en a plusieurs, que c'est très difficile de choisir correctement une voie qui soit la plus fédératrice, en fait, entre toutes les personnes qui sont là. Donc, ça donne beaucoup d'idées. Et puis, et je pense que le résultat de tout ça, là, c'est vraiment très enrichissant, en fait, parce que on fait vraiment de l'anticipation, on rêve vraiment au futur, et puis on essaye de comprendre comment on s'y rend. Et ça, c'est le seul endroit où je connais où on est capable de faire ça, en fait. C'est vraiment de la science-fiction anticipée, mais vraiment anticipée, travailler avec des vraies données. Donc, c'est très scientifique et en même temps, ça laisse place à beaucoup de création et de relations, en fait, avec les humains sur ce sujet-là. Ça, c'est vraiment impressionnant comme façon de penser le futur. Est-ce que vous faites comme des délibérations citoyennes ou vous faites des Non, alors en stratégies fait, comme ça? donc il y a des ateliers, il y a des animateurs de Ouais. chacun des ateliers. Alors on les a fait dans un contexte en plus de Covid parce qu'on les a lancés. Il y a trois Ouais. grands thèmes qui ont été abordés. Ouais. Je dirais que le premier, c'était comment réussir la transition numérique en fait Ah, OK. Ben oui. à l'ère de la transition écologique, parce que l'ensemble des données en fait que l'on consomme a un impact environnemental assez conséquent. Donc ça, Oui. c'était le premier thème. Le deuxième thème, c'est comment nourrir en fait 8 millions de Québécois et de Québécoises dans un contexte de transition écologique. Donc celui-ci, il est en train d'être lancé. Donc les ateliers vont bientôt arriver d'ici quelques semaines, quelques mois. Là, ça va être annoncé sur la page de l'Espace pour la vie et des chemins de transition. Là. Et donc, on essaie de se positionner dans des thèmes bien précis. Il va y en avoir 8 au total. Pour l'instant, il y en a 3 simplement qui ont été énumérés. Il y en a 5 autres qui vont bientôt arriver, mais ça va dépendre un peu des autres, comment on a abouti. Et puis, ce travail, en fait, il se fait en collaboration avec l'Université de Montréal et Espace pour la. Wow. Puis Oui. vous, Espace pour la vie, comment vous permettez ça? Est-ce que c'est parce que vous mettez ça, vous mettez en place des ateliers ou la possibilité, votre plateforme ou les gens, votre connexion avec les citoyens? Ou comment Un peu tout vous ça, en fait, faites? c'est que Attends. on a la chance, nous, en tant qu'institution scientifique montréalaise, là, on a une capacité d'aller joindre beaucoup de Mhm. personnes. On parle à peu près de 2 millions de personnes par an, donc ce qui Ah est oui, quand même, colossal. hein? Hein. Oui, Oui. ce qui fait que Espace pour la vie, c'est la plus grande institution scientifique
au Canada. Ah ouais, Oui, oui. Donc, on a cette portée-là. Et ouais. justement, on profite de cette portée-là pour joindre un maximum de personnes. Et en plus, notre public est assez varié. Et donc, il s'étend vraiment des très, très jeunes jusqu'à des très âgés, mais dans toutes sortes de sphères de la société. Donc, on a cette chance de pouvoir les toucher les citoyens comme on veut. Mhm. Et à ce moment-là, nous, notre travail, c'est d'organiser donc ce rassemblement pour pouvoir. Donc, on est des facilitateurs, on est aussi des animateurs de ces ateliers-là, avec l'équipe de chercheurs de l'Université de Montréal, et donc on réussit à faire ce mélange-là. Et c'est ça qui est important dans ce projet-là, c'est qu'on est une sorte de... euh, j'ai dit facilitateur, je cherche le mot en chimie qui ne me vient pas à l'esprit, là. Mais disons qu'on initie la réaction Et et on participe à faire en sorte que la réaction chimique prenne. est-ce que tu penses à catalyseur ou Exactement, catalyseur. Je l'avais sur le bout de la langue et je ne le trouvais plus. On est vraiment les catalyseurs de tout ça et on essaye donc, on est les catalyseurs d'une réaction chimique qui appelle les gens à passer à l'action. C'est ça qui est important en fait. J'ai une question quand même parce que tu me dis, bah, tu Oui, parles des futurs possibles, des futurs problèmes. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu une idée de c'est quoi les futurs probables, peut-être qui ont été déjà réfléchis ou un qui est exemple sorti? simple, oui, bien Oui. sûr. Un exemple simple, c'est justement la transition numérique. On se retrouve dans un futur où les gens sont beaucoup plus en télétravail, ont des interactions, mais comment en fait est-ce que l'on doit, euh, euh, qu'est-ce que l'on doit mettre en place pour que les données, en fait, est-ce que l'on doit faire en sorte que les données que les gens utilisent soient plus accessibles, plus payantes? Est-ce qu'il faut les imposer? Est-ce qu'il faut les partager? Donc, on réfléchit par exemple sur un problème de fiscalité de données, où on peut Mhm. réfléchir sur un partage de données. Et puis, pour pouvoir réduire son empreinte écologique. Donc, ce qui est ressorti, c'est que, par exemple, la fédération, ou en tout cas le partage de données est beaucoup plus intéressant parce que ça nous permet en fait de baisser énormément le coût, certes des forfaits qui sont énormes par exemple au Ouais. Canada, mais aussi à travers ça, on peut utiliser beaucoup moins de données et avoir donc à ce moment-là des impacts sur la consommation de CO2 qui sont beaucoup plus bas. Donc, tout ce qui est mutualisation en fait de ce genre de forfait peut être très intéressante et pour un futur probable où, à ce moment-là, on diminuerait notre consommation de CO2 à travers nos données. Mais on Ah, peut avoir d'autres choses et on peut se retrouver à avoir. Donc, on a parlé par exemple beaucoup de ce genre de forfait-là, mais on pourrait ouais. parler d'autres choses comme ça. Ouais. Ça dépend en fait de chacun des ateliers. Pour un sujet donné, on peut avoir jusqu'à 8 ateliers en français et en anglais. On essaie de joindre tout le monde. Alors, Ouais. dépendamment de l'atelier où on se trouve, on a plus ou moins de l'information. Moi, j'étais dans cet atelier-là, justement, mais il y en a d'autres aussi. Et chaque atelier n'a pas forcément tout à fait les mêmes futurs probables. Ouais. Donc, il y a des situations, en fait, les gens discutent sur des scénarios. Donc, on les met dans des situations où les chercheurs pensent que ce serait comme ça, ça pourrait être comme ça dans 50 ans. Donc, ils travaillent dans ce scénario-là. Puis, ils essayent de voir ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible dans un scénario comme ça, ce qui est possible ou pas possible par rapport au chemin à effectuer entre maintenant et ces 50 années plus tard. Et c'est ça qui est difficile à faire dans l'exercice parce que c'est difficile de se projeter aussi loin par rapport à la situation actuelle. Exact. C'est Mais toute la difficulté. c'est déjà, moi, un premier pas, déjà, d'imaginer, tu sais, que le futur probable, de passer du possible à probable, c'est vraiment déjà très Oui. intéressant. Après, d'imaginer les étapes, c'est intéressant aussi. Donc, effectivement, c'est difficile. Moi, ce qui me pose aussi comme question, c'est une fois qu'on s'est dit, OK, il y a tel chemin qu'on doit faire, les actions qu'on fait, c'est est-ce que vous avez déterminé ou est-ce que vous l'avez Alors, dit, ben, nous, on va prendre en charge une partie de l'action? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir faire en sorte que, c'est quoi les actions? Est-ce qu'elles vont être concrètes à un moment donné? alors, elles vont être concrètes parce que l'idée, c'est que il faut voir que c'est vraiment un travail de recherche Ben oui. universitaire, donc avec, Mhm. avec une batterie de chercheurs qui sont derrière et qui ont la capacité de recul et d'analyse sur
pas mal de différents pans de la société. Parce Mhm. que nous, Espace pour l'Avril, on est très mal placé pour pouvoir dire maintenant c'est cette direction qu'il faut prendre. Mhm. Donc ces chercheurs-là, ils vont étudier, puis là, le travail de réflexion est en cours, là, puis c'est un travail qui est fastidieux et qui est long, mais ils vont donc étudier le résultat de ce qui s'est passé dans tous ces ateliers-là pour essayer justement de trouver correctement le fil d'Ariane, on pourrait dire, qui nous Mhm. mène à tel ou tel futur probable. Et ça prend un travail très rigoureux de chercheurs, basé sur les faits qu'ils vont avoir par rapport à ces ateliers, mais aussi par rapport à ce qui se passe dans la réalité maintenant. Et il va y avoir des allers-retours qui vont pouvoir se Mhm. faire au fur et à mesure pour affiner une société, pour affiner en fait une hypothèse, et aussi pour valider si, par rapport aux citoyens, c'est toujours des chemins qui sont possibles ou pas, parce que Mhm. en raffinant les choses, on s'aperçoit qu'on peut peut-être tomber sur une voie de garage ou alors un chemin qui est beaucoup trop complexe par rapport à ce qui était décidé. Donc, il va y avoir ces allers-retours qui vont être faits vis-à-vis des citoyens pour pouvoir correctement les, euh, les baliser, en fait. Puis, je te dirais, concrètement, maintenant, là, que ce soit le planétarium Rio Tinto Alcan Mhm. ou l'Espace pour la vie, qu'est-ce que vous faites maintenant pour dire, OK, ça se peut qu'il va y avoir un demain, là, avec, comme tu disais, Oh, oui. avec des enjeux climatiques où vous avez, oui, il y a cette espèce de chemin de transition, mais en même temps, vous dites, OK, on a déjà aussi, nous, une pensée. Qu'est-ce que vous Oui. faites maintenant si on avait En des choses fait, à dire? oui, c'est ça. En fait, nous, on revient à notre mission principale. Et Ouais. puis, moi, je suis persuadé aussi que mes autres collègues directeurs et directrices pensent la même chose, mais l'éducation fait partie de Hmm. la solution dans l'avenir de ce que l'on doit faire. Sans OK. éducation, on se retrouve malheureusement encore avec on pourrait se retrouver encore avec des situations qui sont euh, très, très polarisées. Et on le voit, par exemple, un exemple frappant, ça reste les vaccins actuellement, là, où les gens se posent la question, est-ce que je vais me faire vacciner ou je ne vais pas me faire vacciner? En fait, pour, euh, pour quelqu'un comme moi qui regarde les données scientifiques, la question, en fait, se pose même pas parce que quand on voit les impacts des vaccins au cours des 50 dernières années, il est, les données, les faits scientifiques sont Hmm. absolument sans aucune contradiction possible. Ça, c'est efficace, mais d'une façon incroyable. C'est peut-être probablement une des choses les plus efficaces qui existent en fait dans notre société et qui est frappante à voir là quand on voit les résultats avant, après le vaccin. Et ça, donc, ça fait partie euh, de, de toute l'éducation scientifique que j'ai reçue qui me permet de comprendre ça. Et un des buts d'Espace pour la vie, c'est à travers justement l'éducation scientifique que nous avons, c'est d'être capable justement de diffuser et de faire comprendre aux gens l'importance que ça a pour éviter ce genre de débat polarisant qui pourrait exister. C'est vraiment être capable de donner des faits scientifiques pour appuyer des arguments aux gens. Donc le retour actuellement, ce qui nous préoccupe, c'est vraiment euh, comment, quels sont les moyens qui nous permettent en fait de transmettre notre savoir en éducation scientifique à travers nos musées. Et ça, c'est Hmm. pas facile à faire parce que ça peut prendre Mhm. plusieurs formes. Et une des formes qu'on a choisies et qui, à mon avis, marche très bien, c'est ce qu'on appelle en fait en anglais le storytelling, de Mhm. raconter les Mais oui. histoires, parce que tout le monde aime se faire raconter des histoires. Et à travers ce mode-là de raconter les histoires, et beaucoup de nos animations, de nos expositions, de nos films, que ce soit au planétarium ou ailleurs, sont basés sur ce principe-là d'être capable de raconter une histoire pour pouvoir faire passer des messages. C'est pas avec des mauvaises intentions, hein, je le dis toujours. Non, non, c'est vraiment C'est- parce que c'est une façon simple et en même temps accrochante qui permet aux gens de comprendre les choses. Donc, en se basant là-dessus et en s'accompagnant avec certaines formes d'art,
on va être capable Mhm. d'avancer, de faire passer notre message. Alors, on a parti depuis 2 ans, 2, 3 ans en fait, des processus qui s'appellent rêver les espaces, les différents espaces. Donc, on a un OK. processus qui s'appelle rêver le jardin botanique pour 2030, parce qu'en 2030, on fait les 100 ans du jardin Ouais, ouais. botanique, en lequel déjà les citoyens ont été appelés à aider les équipes créatives du jardin botanique à repenser leur façon de présenter les choses pour construire un jardin plus à l'image des citoyens, des citoyennes de Montréal. Donc ça, c'est une première étape. Et en fait, cette démarche, on l'a reprise pour nos différents musées. Donc on a rêvé le biodôme, on a rêvé l'insectarium et on a aussi un rêvé le planétarium du futur. Alors le planétarium, c'est un petit peu différent. En fait, c'est surtout rêver les nouveaux espaces qu'on va avoir. C'est le Mhm. renouvellement de notre exposition, par exemple. Donc, on a déjà, nous, invité, pendant la pandémie, on a commencé ça. On n'avait pas le choix. Là, ça tombait comme ça. On continue, on ne va pas tout arrêter. Mais depuis le mois de septembre, octobre l'année passée, on a commencé à faire ces ateliers qui nous permettent de rêver le futur du planétarium. Donc, on a déjà rencontré des gens, on a déjà travailler avec eux en co-création, en fait, pour pouvoir voir qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui va nous permettre d'aller plus loin, qu'est-ce qui est intéressant à présenter, qu'est-ce qu'ils veulent réellement, en fait. C'est quoi l'intérêt d'avoir des musées scientifiques s'ils ne sont pas près des gens? Donc, on essaye de faire un bel amalgame de toute cette récolte-là précieuse qu'on a reçue pour pouvoir aller plus loin et avoir des musées qui sont beaucoup plus vivants et qui aussi incite surtout les gens à passer à l'action parce qu'en se Ouais, l'appropriant, et puis c'est ça le mot important, là, c'est vraiment l'appropriation ouais. du musée et de la science que l'on veut faire, c'est en s'appropriant tout ça, comment est-ce qu'on peut être sûr de faire passer les gens vers l'action et avoir un impact en fait sur la société. Si on prend juste par exemple le planétarium, on pourrait se demander, mais c'est quoi l'impact qu'on pourrait avoir? Il y en a plusieurs, mais un bon exemple, c'est la pollution lumineuse, la problématique de la OK, pollution ouais, lumineuse. bon exemple, ouais. Oui, hein, la pollution lumineuse, elle a beaucoup d'impact en fait, pas uniquement pour l'observation des étoiles, mais elle a aussi beaucoup d'impact, on le voit de plus en plus avec les études qui sortent, sur la santé des gens. Parce que essentiellement, la proportion, pour faire court là, mais la proportion de lumière bleue qu'il y a dans le spectre de la lumière a une tendance à venir affecter la mélatonine et Mhm. les sièges qui produisent la mélatonine dans le corps humain, ou que ce soit le corps humain, ou que ce soit les insectes, ou que ce soit les animaux, ou même la, OK. la, la, la flore. C'est exactement pareil, en fait. La production de lumière va venir affecter à certains endroits certains fonctionnements, soit hormonaux chez les humains, mais soit plus microbiologique à d'autres endroits. Et donc, ça nous montre que il faut diminuer cette proportion de lumière bleue. Alors, on le fait quand on a des écrans à droite, à gauche, là. Ouais. Maintenant, on a des modes qui nous permettent justement de diminuer la proportion de lumière bleue. Et puis, c'est pour ça, sur vos écrans, si vous regardez vos téléphones cellulaires, quand le soleil se couche, généralement, c'est automatique. Les écrans vont devenir un peu plus orange. Mais le but, c'est de pouvoir diminuer justement la composante bleue de la lumière parce qu'on a montré en fait que juste un petit peu de composante bleue de cette lumière-là peut venir perturber énormément le sommeil. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on dit, bah, essayez de ne pas avoir votre téléphone une bonne heure avant de vous coucher pour être sûr de trouver votre rythme circadien correctement là. Et c'est ça qui est important aussi pour les ados. Mais alors comment on fait passer ça? Comment on explique tout ça là? Si les citoyens et citoyennes s'approprient justement la problématique de la pollution lumineuse, ça peut nous aider justement à modifier des règlements d'urbanisme à travers le Québec. Ça Hmm. peut nous aider à avoir, par exemple, des oasis de ciel étoilé dans une OK. ville, à ce moment-là, où on a des zones qui sont protégées pour la pollution lumineuse, qui nous permettent à la fois de regarder les étoiles, mais qui sont des zones aussi où la population qui habite autour, bah, elle bénéficie d'une luminosité beaucoup plus basse. Donc, on peut tous ensemble passer à l'action et faire changer, en fait,
ces principes d'urbanisme qui sont pas encore tout à fait adaptés à ce que la science dit par rapport à ces impacts-là. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire à travers Exact. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que, donc là, il y a toute l'éducation, l'appropriation. Puis ma question aussi suivante, c'est est-ce que donc vous accompagnez, admettons que moi, je vois ça, je dis, hey, oui, je veux faire un projet, est-ce que je peux contacter Espace pour la vie ou dire, hey, accompagnez-moi pour faire un projet? Tu sais, Alors oui, l'action, parce que c'est ça aussi le but. À un moment donné, c'est prendre conscience. J'entends beaucoup le mot on prend conscience, Espace pour la vie. Maintenant, est-ce que les actions que je veux faire en tant que citoyenne, est-ce alors que oui, c'est possible? on peut le faire en fait. Et puis c'est justement ces étapes-là, donc les chemins de transition d'un côté, donc où on appelle les gens à passer à l'action à travers Ouais. ça, ce qu'on appelle rêver les institutions Mhm. font partie d'un projet plus global qu'on appelle le laboratoire des possibles. OK. C'est un laboratoire vivant, donc c'est-à-dire c'est un espace où les gens peuvent proposer des projets qui sont qui sont proches en fait de notre expertise dans nos 5 musées et pour lequel on va se réunir et on va aider ces gens à passer à l'action. Donc, à travers ce laboratoire des possibles-là, il y a plusieurs sujets, plusieurs projets qui peuvent être mis de l'avant. Là, en ce moment, il y en a 3 qui sont en cours, dont celui sur la pollution lumineuse, par exemple, ou dont d'autres au biodôme sur les protections ou la conservation d'espèces qui sont menacées, comme la rainette faugrillon, par exemple. Mhm. Donc, des choses comme ça OK. où on est capable, nous, d'encadrer correctement les gens Ouais. d'un point de vue scientifique et de les aider à avoir la bonne information et en même temps de leur donner des outils justement pour aller plus loin. Une sorte de Fab Lab, mais du vivant, avec des Ouais. humains et des humaines là, qui nous permet d'aller plus loin. C'est ça l'intérêt de ce laboratoire des possibles, où en fait, tout est possible. Et donc, chaque année, en fait, il y a une nouvelle ronde qui est lancée. Là, donc, celle pour l'année 2021 ne devrait pas tarder. En fait, ça devrait être à la fin Wow. de l'année, probablement. Et on va aller tranquillement bâtir plusieurs projets, penser de plus en plus à l'avenir et surtout penser à Mhm. comment on peut passer à l'action pour aller beaucoup Ouais. plus loin. Parce que on le sait que d'une façon générale, tout le monde veut faire sa part en fait et ne sait pas trop comment s'y prendre pour pouvoir justement lutter face au changement climatique. Alors il y a des choses simples, mais il y a des choses qui sont plus complexes à mettre en place et c'est ça qu'on est là en fait pour aider à ça. Et c'est là où je trouve c'est très intéressant parce qu'effectivement, cette complexité-là demande de l'intelligence collective. Et vous, vous avez comme les structures pour essayer de faire en sorte que ces intelligences collectives-là se réunissent. Et c'est ça que Exactement. je trouve ça très Oui, intéressant. Parce que, tu sais, c'est pas, oui, OK, comme tu dis, il y a des choses individuelles comme le compost ou autre, ça, on peut le faire. Mais il y a d'autres choses qui demandent justement une intelligence collective et c'est là où on est dans la complexité. Et cette structure-là que je trouve à la fois, mais, tu sais, le futur possible, probable, puis les chemins des transitions. J'aime oui, beaucoup les noms, hein, en plus, chemin des transitions. oui, Puis oui. ce laboratoire des possibles, je trouve que là, il y a comme une structure qui nous aide et qui nous accompagne parce que c'est vrai que souvent, on ne sait pas, OK, on fait quoi? On part comment? Comment je fais pour réunir des gens? Comment je fais pour toucher, tu sais, peut-être les Oui. gouvernements, pour toucher plus haut? Parce que c'est ça, il faut toucher beaucoup plus d'acteurs qu'on pense bien souvent dans des projets comme ça. Tout à fait, tout à fait. C'est pas évident. Alors, on va essayer, nous, de notre côté, d'aider les gens à les guider vers ces futurs Mm. probables. Et c'est toute la difficulté de la chose, mais on a une certaine expertise. Et puis, comme tu le disais, la co-création et l'intelligence collective Mm. qui sort de cette co-création-là, elle est vraiment très, très forte et elle nous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin que de faire simplement des choses de son côté, même si il y a quand même des choses essentielles qu'il faut faire et des petits gestes, des fois, qui nous Oui, paraissent absolument négligeables, en fait, au bout du compte, peuvent avoir des conséquences fondamentales, hein, tout à comme fait. l'utilisation de son auto. Si, juste réduire d'une journée l'utilisation de son auto, si tout le monde faisait ça au Québec, ça ferait quand même beaucoup de déplacements au mois juste par semaine. Et ce serait impressionnant au niveau de l'émission de CO2, par exemple. Ou, par Et exemple, manger de la manger moins de viande. viande. C'est ça, un jour par semaine, ne pas manger de viande, Ouais. ça réduit énormément. C'est pas arrêter tout, c'est vraiment faire des choix, essayer de voir comment on se positionne par rapport à ça.
Et ça ouvre des portes et des solutions absolument fantastiques pour des efforts très, très minimes qu'on est capable de faire. Après, quand on veut passer à autre chose, ben là, nous, on est là pour aller encore plus Mhm. loin, là. Et c'est là où je trouve votre rôle d'éducation est fondamental. C'est là où plus je vais, on va dire, informer les gens, plus je m'ouvre et plus. Et c'est là où Mhm. moi je trouve que pendant la pandémie, on va dire quand même, Espace pour la vie, vous avez créé plein d'affaires où vous étiez présent. On voit, il y a des vidéos qui Oui, sont oui, là, il y a plein de choses qui sont faites. Donc ça aussi, c'est un champ des possibles qui s'est ouvert aussi pour tout vous à fait. de regarder d'autres personnes. Donc plus on va avoir d'éducation, plus les gens vont être informés. Et moi, j'ose imaginer qu'avec le nombre, ben, plus il va y avoir d'actions, en tout cas, j'espère, et de solliciter ces actions-là. Ben oui, et justement, on continue non seulement nos initiatives en ligne, mais Mhm. avec les restrictions malgré tout de la Covid, on est capable de continuer notre travail sur le terrain parce que de plus en Ouais, plus, on sort de nos musées. oui. Donc, on était dans nos musées avant, mais avec le virtuel, on a pu sortir et puis on prend vraiment cette place-là. On a une activité qui s'appelle Espace pour la vie près de chez vous, que vous allez retrouver en fait tout On l'été mettra en le fait. lien, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Où on va se balader dans différents parcs. On a 3 équipes qui vont se balader dans 66 parcs au total, dans la CMM au total, pas juste Ah, Montréal, mais bon. la CMM, et où on apprend aux gens à reconnaître la nature dans des espaces où, même si on voit la nature, on ne fait pas attention à des choses différentes. Donc, on essaye vraiment de créer ce lien et là même, on va essayer d'aller beaucoup plus loin, en fait, avec une deuxième phase de ce projet-là. Donc, avec les activités dans les parcs, c'est une chose, mais on est en train de penser à une façon de bien faire comprendre aux gens et de s'approprier la biodiversité de leur quartier. Oh, Donc, par exemple, en installant des murales, mais pas n'importe quelle murale, une murale qui va être pensée en fait à travers, avec ce qu'on va appeler, nous, des conservateurs ou des conservatrices invités, très communautaires, dans un quartier de Montréal ou dans un quartier de la CMM, pour pouvoir être sûr qu'il y ait cette appropriation par rapport aux groupes communautaires locaux mhm. de l'environnement et de la murale, et que ça leur serve en fait à pouvoir se réunir, à pouvoir identifier la nature, à voir les impacts des changements climatiques, mais aussi que ça leur serve à toucher une population que nous, on connaît très très mal, mais que eux ont vraiment beaucoup plus l'habitude de connaître. Donc on pourrait euh, Et en fait, tout ça, c'est parti d'un constat qu'on a fait justement pendant la Covid, où on a vu l'importance de la science dès le début de la Covid Ouais. comment on l'a mis de l'avant. Mais on voit de plus en plus une certaine méfiance parce que les messages sont difficiles. La communication, par exemple, par rapport au vaccin, si on reprend cet exemple-là, est difficile et peut porter à confusion. Donc, on voit qu'il y a quand même un besoin de continuer à communiquer correctement et que certaines populations ont été beaucoup plus touchées que d'autres par la pandémie. Et on veut aller justement plus vers ces populations-là qui ont moins accès à la science pour leur donner un peu plus Mhm. d'accès à la science et en tout cas s'approprier ce véhicule-là. Donc, il va y Ouais. avoir des murales, il va y avoir des micro-musées, il va y avoir des Mhm. insectes géants qui vont apparaître Ah oui, un peu partout. c'est bon. Et tout ça en collaboration Ouais. avec le milieu communautaire. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde non plus qui vient à la science, donc qui vient dans les Mm. musées ou autre. Et le fait de sortir des musées, moi, je trouve c'est très intéressant et d'aller à la rencontre des gens, de la Oui, population. Moi, je trouve pour moi, ça, c'est vraiment déjà très intéressant, ça. Donc, ça fait partie aussi donc, de cet objectif-là d'éducation. Donc, de oui, revoir l'éducation, qu'au lieu de faire tout à fait. venir les gens, nous aussi, on y va. Et ça, je trouve que ça, c'est un mouvement qui est très intéressant Oui, à observer. exactement. C'est fondamental en fait, parce que sans les gens, en fait, on serait rien du tout, parce on resterait figé comme un peu un vieux livre oublié dans une Mhm. bibliothèque, là, poussiéreux. Alors non, non, on a besoin justement de cette rencontre avec le public et de ces interactions-là qui nous poussent à aller plus loin.
Alors, merci beaucoup. Écoute, ce que j'entends, moi, c'est beaucoup justement pour pouvoir rêver notre demain, c'est beaucoup d'éducation scientifique. Oui, Je retiens ça énormément pour justement s'approprier ça. Puis ça, j'aime l'idée d'appropriation. Puis j'aime l'idée aussi de comment pousser dans l'action. J'ai vraiment retenu le laboratoire des possibles très intéressant. J'aime beaucoup aussi tout ton chemin des transitions, comment repenser, comment oui, oser penser collectivement ce chemin de transition qui fait qu'on s'imagine un scénario, puis qu'après qu'on va y arriver pour pouvoir avoir des actions concrètes. Ça, je retiens ça énormément et je pense que c'est des étapes fondamentales pour qu'on puisse justement avoir un futur probable, comme tu le exactement. mentionnais. Donc, je te remercie énormément. Ben, merci On beaucoup. va mettre tous les liens pour vous suivre, pour tout ce que Oui, vous faites et toutes les initiatives que vous faites, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qu'on connaît peut-être pas tous et qui est très intéressant on va dire, au moins à explorer. oui, ben, merci beaucoup. Ben, j'étais ravi en tout cas d'être Ben, avec toi merci. aujourd'hui là. C'était Ah vraiment ouais, très moi très aussi. plaisant. Oui, Très plaisant, puis oui, effectivement, puis on va mettre tous les liens pour qu'on oui, puisse oui, suivre parfait. qu'est-ce qu'elle se fait, se passe pour la vie. Donc, merci beaucoup, Olivier. Merci, merci. Au À plaisir. bientôt.